Ok, parfait. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux aujourd'hui pour parler avec nous de biodiversité en élevage bovin-lait. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Stéphane Joandel, qui est président du groupe de travail environnement du CNIEL, pour l'ouverture de cette conférence. Qui est président, tout nouveau président, il y a très peu longtemps. Voilà. Bonjour à tous. Donc, éleveur laitier, je me présente quand même, éleveur laitier dans le département de la Loire, en zone de montagne, 1000 mètres d'altitude, 250 ml de lait, transformé en AOP fourme de Montbrison. On vous a présenté cette conférence ce matin sur la biodiversité pour qu'on ait une prise en compte de la richesse qu'on a dans nos sols, notamment avec l'élevage aujourd'hui. Et il y aura une présentation. Voilà, la biodiversité, souvent on dit qu'elle disparaît. Moi j'ai envie de vous dire c'est faux. Alors j'ai un vrai parti pris peut-être, mais c'est faux. Elle se modifie. Elle se modifie avec un réchauffement climatique. Elle se modifie sur beaucoup de choses. Elle se modifie par rapport à nos pratiques. Voilà, mais ça, elle se modifie comme le monde s'est modifié auparavant. Et vous verrez la richesse qu'il y a dans les sols, dans nos haies, dans nos prairies. On est en région Aura, qui est une région qui est le plus herbagée. Voilà. Vous verrez tout ça et n'hésitez pas. Je suis vraiment désolé, je suis obligé de vous laisser. Je ne peux pas rester avec vous parce que j'ai le Sénat qui est là, la commission économique du Sénat, et je suis obligé d'être présent. Mais voilà, vous avez deux experts et s'il y a des questions, n'hésitez pas. On pourra être présent cet après-midi au salon, au hall du CNIEL. Vous pouvez venir poser des questions professionnelles, je serai présent là-bas. Je m'en excuserai réellement, ça vient de se caler maintenant, je suis obligé. Voilà. Mais je vous remercie, vous verrez, c'est très riche et très important. Merci à vous. Merci Stéphane, du coup, pour cette ouverture. Alors, c'est bon, ça passe. Oui. Donc, pour ma part, je suis Jean Charef, chargé de mission au CNIEL, l'interprofession laitière. Alors, contrairement à ce qu'a dit Stéphane, je ne suis pas expert en biodiversité, mais je vais essayer de vous présenter un peu voilà, l'enjeu autour de la biodiversité, notamment pour cette année 2021, et aussi en quoi l'élevage laitier a des atouts par rapport à cette biodiversité, à cette prise en compte de la biodiversité. Donc, pour commencer, une petite définition. La biodiversité, c'est une notion qui est assez complexe, qui a essayé, voilà, plusieurs structures, plusieurs personnes ont essayé de la définir, notamment à l'occasion du sommet de la Terre à Rio en 1992. Je ne vais rien vous apprendre en disant ça, mais la biodiversité, c'est déjà la diversité biologique, donc la variété et la variabilité de tous les organismes vivants. Elle se décline en trois niveaux. Un premier niveau qui est la diversité des milieux naturels, donc qu'on appelle aussi écosystèmes, et des interactions entre les espèces qui évoluent dans ces milieux naturels, donc les océans, les prairies pour ce qui nous concerne plus, voilà, ce genre de milieux naturels. Il y a un deuxième niveau qui est constitué eh bien, de la diversité des espèces qui sont présentes dans ces milieux naturels. Par exemple, pour ce qui nous concerne, eh bien, les bovins, les caprins, les abeilles. Et un troisième niveau et dernier niveau, c'est la diversité au niveau des individus qui composent ces différentes espèces. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des vaches, ce n'est pas toutes les mêmes, il y a une diversité de vaches qui existent. Donc voilà, au niveau de la biodiversité, c'est important de bien comprendre qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs graduations dans cette biodiversité. Pourquoi on parle aujourd'hui de cette thématique? C'est parce qu'au niveau du contexte, il y a un constat qui est assez alarmant, qui a pu être fait au niveau international par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Donc c'est IPBES, ça signifie Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ils font des rapports assez régulièrement, dont un qui a été fait en 2019 et qui fait un peu un état des lieux de l'évolution de cette biodiversité. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a environ 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction à l'échelle mondiale, dont, je cite, de nombreuses dans les prochaines décennies. Alors, comme l'a dit Stéphane précédemment, c'est vrai que la biodiversité, enfin, c'est pas nouveau qu'il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Bon, là, on est quand même, on le verra, sur une dynamique assez eh bien, importante. En guise d'exemple, il y a par exemple plus de 40% des espèces d'amphibiens à l'échelle internationale qui sont menacées d'extinction. À l'échelle française aussi, on n'est pas en reste, puisque au niveau de la dégradation des écosystèmes et des espèces, puisqu'il y a la moitié des zones humides qui ont disparu depuis 1960. Et on voit là, avec l'exemple des populations d'oiseaux spécialistes en France, il y a une dégradation nette depuis 1990. Par exemple, sur les espèces d'oiseaux qui sont spécifiques au milieu agricole, on a une dégradation de près de 30% de leur abondance.
Donc tout ça pour dire qu'il y a une dégradation et voilà, des extinctions d'espèces, même à l'échelle française. Mais ce qui est surtout préoccupant, c'est la dynamique de cette extinction, puisque l'IPBES estime que le rythme actuel de disparition des espèces, il est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Donc ce qui est vraiment préoccupant, c'est cette dynamique d'extinction. Alors, on l'a vu, donc il y a une préoccupation au niveau de l'évolution de cette biodiversité. C'est pris en compte aussi au niveau de l'actualité, notamment pour cette année 2021. Déjà à l'échelle internationale. Donc, il y a un plan stratégique qui avait été construit pour la diversité biologique entre 2011 et 2020, qui est arrivé à terme l'an dernier. Et sur cette année, donc c'était prévu pour 2020, mais avec le Covid, c'est décalé à 2021. Il y a plusieurs événements qui vont amener à la définition d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité à partir de 2020. Il y a déjà eu le congrès mondial pour la nature qui a eu lieu à Marseille, donc de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a été une première étape donc, pour la construction de ce cadre mondial. Et il y a surtout la conférence des parties, donc la COP 15 sur la biodiversité, qui a lieu entre cette année et l'année prochaine en Chine, et qui doivent permettre de construire ce cadre mondial pour la biodiversité après 2020 à l'échelle internationale. À l'échelle européenne aussi, la biodiversité elle est prise en compte, notamment dans le Green Deal, donc dans le pacte vert européen, avec deux stratégies, la stratégie de la fourche à la fourchette ou Farm to Fork pour les Anglais, et la stratégie en faveur de la biodiversité. Et enfin, à l'échelle française, il y a également une stratégie qui est en cours de conception, la 3e stratégie nationale pour la biodiversité, qui a été précédée du coup de 2 autres stratégies, qui va s'appuyer sur le cadre mondial pour la biodiversité également. Et il y a aussi le plan de relance, donc France Relance, qui contient des éléments sur la biodiversité, notamment pour la plantation de haies. Un autre élément marquant qui a noté aussi, c'est que pour la première fois en France, il y a une secrétaire d'État qui est pour la biodiversité. Donc c'est la première fois qu'il y a une personne au niveau du ministère et de la transition écologique qui est nommée spécifiquement sur cette thématique de la biodiversité. Pour revenir un peu à ce qui nous intéresse aujourd'hui, et donc les exploitations d'élevage laitier, on a vu qu'au niveau des constats, il y a un constat préoccupant par rapport à l'évolution de la biodiversité. Il y a une actualité qui est riche aussi avec différentes stratégies aux échelles internationales, nationales et même locales sur cette question de la biodiversité. Il y a une évolution aussi des attentes sociétales, notamment par rapport aux questions environnementales et notamment sur la question de biodiversité. Et donc tout ça fait qu'on est dans un environnement où on se rend bien compte que la question de la biodiversité, c'est une question environnementale majeure qu'il va falloir traiter, notamment sur tous les secteurs, notamment sur le secteur agricole et pour la filière. Et donc le monde agricole, il est bien placé pour parler de biodiversité quand même, dans la mesure où agriculteur et éleveur, c'est un métier au contact du vivant au quotidien. L'agriculteur, il est à la fois gestionnaire et bénéficiaire de cette biodiversité. Bénéficiaire parce que la biodiversité, elle rend des services aux activités humaines, notamment de production, et pour la résilience aussi de cette production. Et inversement, il est aussi gestionnaire de cette biodiversité, et l'agriculteur, il a un impact et un rôle par rapport à la gestion de cette biodiversité. Notamment l'éleveur laitier, on va le voir, parce qu'il y a des atouts à faire valoir pour la prise en compte de cette biodiversité. Pour reprendre rapidement ici, donc il y a plusieurs sortes de biodiversité sur une exploitation laitière. Il y a tout ce qui est biodiversité cultivée, donc c'est-à-dire les cultures présentes sur l'exploitation. Il y a tout ce qui est biodiversité d'élevage, c'est-à-dire les races de vaches qui peuvent être élevées et d'autres animaux sur la ferme. Et il y a aussi tout ce qui est, à ne pas oublier, ce qu'on appelle la biodiversité sauvage. C'est donc la faune et la flore qui sont non domestiquées et présentes sur la ferme. Ça va des coquelicots aux lièvres, aux chevreuils, etc. Les atouts de l'élevage laitier, en tout cas l'impact des éleveurs laitiers, déjà, comme je disais, il a un impact sur la biodiversité, que ce soit de manière ou indirecte par rapport au choix qu'il fait de gestion de son exploitation. Il y a aussi une notion importante qui est celle de mosaïque paysagère que Vincent développera un peu par la suite, qui est importante. C'est que la diversité d'occupation des sols sur une exploitation, elle offre des milieux et des hébergements différents et donc est favorable à la biodiversité. Il y a également des infrastructures agroécologiques, dont c'est tout ce qui est haies, arbres, etc., qui peuvent être présents sur une ferme et qui offrent aussi là un hébergement pour les différentes espèces.
Il y a les prairies qui sont des habitats privilégiés pour la biodiversité. Et il y a aussi quelque chose de très important, c'est tout ce qui concerne la vie des sols, avec l'apport d'effluents d'élevage sur les sols, que ce soit par le pâturage ou par rapport direct, et qui permettent un cercle vertueux entre l'animal et le végétal pour la production laitière. Donc, on a vu qu'il y a des atouts pour la biodiversité par l'élevage laitier. Maintenant, au niveau interprofessionnel, au niveau de la filière, qu'est-ce qui a été suivi comme travaux sur cette thématique? Alors, c'est une thématique qui est suivie depuis plusieurs années, depuis 2010, avec notamment un CASDAR, un projet de recherche qui avait été mené jusqu'à 2013, et ensuite la construction d'un outil qui s'appelle Biotech. Donc, ces deux projets, ils ont été pilotés par l'Institut de l'élevage, et notamment par Vincent Manville, à qui je vais laisser la parole du coup pour la suite de cette présentation et qui va vous présenter un peu ces deux programmes. Bonjour à tous. Donc Vincent Manville, je suis de l'Institut de l'élevage. Tu me les passes, Jean, les diapos. Et je vais essayer de vous faire comprendre comment on a procédé. Donc juste un peu d'éléments de concept ou de base sur l'activité biologique dans les espaces naturels. C'est qu'en fait, quand on prend l'échelle du territoire, il est important qu'il y ait des éléments paysagers, qu'il y ait une occupation des sols différenciée, en fait, pour mettre en mouvement toutes ces espèces. Alors, je ne vais pas vous parler d'espèces spécifiques, mais si on en prenait une en particulier, la chauve-souris a besoin d'avoir des alignements d'arbres, à la fois pour retrouver, se spatialiser dans le milieu agricole, puisqu'elle vole par écholocation, par radar, et aussi parce qu'elle va retrouver donc, des ressources alimentaires le long de ces alignements d'arbres. Elle va pouvoir se ruer à la chasse pour réguler des espèces, on va dire, d'insectes qui peuvent pulluler s'il n'y avait pas de chauve-souris. Voilà. Et donc, je vous montre juste qu'on a deux grandes oppositions à des paysages sur lesquels on a de l'hétérogénéité paysagère liée à ces présences, on va dire, de milieux naturels dans un espace agricole. Et aussi, on a d'autres milieux agricoles qui sont des grands patchs de sols cultivés, et donc avec toute la disparition des cortèges d'espèces qui va avec. Donc la suite. Alors moi, ce que je vais faire dans l'exposé, c'est qu'on va vous dire comment on est passé d'un programme, on va dire, de recherche appliquée à un outil qui est mis sur le terrain et qui est compréhensible par l'agriculteur, et aussi sur lequel il peut prendre des décisions dans son exploitation. Alors, autre élément sur cette approche un peu conceptuelle, c'est qu'en fait, on va définir un territoire, une zone. Sur cette zone-là, on va regarder les éléments fixes du paysage. Donc, on va regarder le patron paysager, comment il est fait, c'est-à-dire sa composition d'alignement d'arbres, de zones urbaines et d'autres continuités qui sont les forêts, voire les lisières. Et ensuite, on va floquer à l'intérieur, on va regarder plus spécifiquement ce qui se passe quand on met le milieu agricole dans ce patron paysager. Voilà, donc c'est la notion, on va dire ici, c'est la notion de mosaïque paysagère. Et puis ici, on est plutôt sur la partie patron paysager, donc organisation un peu spatiale, comment on passe. L'exemple d'une organisation spatiale connue, c'est le bocage qui a été fait par le monde agricole, par le milieu agricole il y a quelques centaines d'années. Et donc, ce qui vous montre que l'acteur aussi principal des paysages, c'est quand même les activités agricoles qui peuvent être aussi destructeurs de paysages, mais aussi créateurs de paysages. Donc, le projet en fait, qu'on a conduit, en deux mots, en fait, on a fait des mesures d'espèces. Et ces mesures d'espèces, on ne les a pas choisies au hasard, on les a choisies en fonction de leur mobilité. Et donc, on n'a pas fait le pari, mais les hypothèses, c'était de dire, si on doit faire des lectures paysagères, on va les faire à partir des oiseaux, des chiroptères et peut-être des bourdons, qui sont sur des mobilités très rapides, voire moyennes comme le bourdon. Et ensuite, sur orthoptères, lombriques, flore, on va laisser, parce que le pollen, ça circule, en tout cas, des espèces qui sont un peu plus inféodées. Et donc, l'idée, c'était de se dire, cette partie qui est moins mobile va être sensible aux pratiques agricoles, cette partie qui est plus mobile va être sensible à l'hétérogénéité des paysages. Donc pour faire simple, il y a une animation, j'aime pas trop ça, mais c'était pour faire simple, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va mesurer
les composantes du paysage en numérisant des territoires autour de plusieurs parcelles sur lesquelles on aura fait des relevés. On va identifier les pratiques agricoles qu'il y a sur ce territoire, mais aussi sur ces parcelles. Et enfin, on va essayer de mesurer les richesses spécifiques, c'est le nombre de variétés, variétés qu'on retrouve au sein d'une même espèce. Par exemple, en chauve-souris, je crois qu'on est à peu près entre 20 et 23 en Europe. Donc pour faire simple, il y a encore une petite animation. Eh bien, on se dit, dans une situation de territoire donné, pour une hétérogénéité donnée, qu'on qualifiera tout à l'heure, pour une situation de pression de pratique. Alors j'ai mis état, pression, on va faire un truc simple. Eh bien, on va essayer de définir quelle est la réponse qu'on a sur tout ce champ d'espèces sur lequel on a fait des mesures. À titre d'exemple, les chauves-souris, vous pourriez me poser la question de dire mais comment vous avez fait pour mesurer ça? En fait, on l'a mesuré avec des radars. On a commandé des boîtes, ça s'appelle des bat box. Et en fait, en fonction du sonogramme, on est capable d'identifier la variété de chauve-souris qui est présente, savoir si c'est un cri d'attaque ou si c'est un cri social. Et quoi encore? C'est tout, c'est déjà pas mal. Et la fréquence aussi d'activité. Voilà. Donc, voilà le challenge qu'on s'est fait. Et aussi, on avait derrière une autre intention, c'était de se dire, si on doit faire toutes ces mesures-là chez un agriculteur pour prouver que les espèces sont présentes et qu'on a une richesse spécifique, etc., ça coûte très très cher. Donc on s'est dit, si on arrive à sortir quelques relations entre ces trois composantes-là, eh bien en fait, on se dira, si on est capable de prédire quel niveau de réponse on a sur la biodiversité ici, eh bien en fait, on va simplement en agriculture, ou dans les élevages, ou dans les exploitations agricoles, mesurer le territoire dans lequel on se trouve, regarder la pression en pratique agricole, et là-dessus, on sera capable de prédire, entre guillemets, les effets ou les méfaits des pressions agricoles ou de l'érosion de composantes paysagères. Je vais vous donner un résultat en fait, de l'étude de ce CASDAR Indibio. De façon simple, qu'est-ce qu'on a remarqué? On avait 3 zones en France. On avait une zone, on va dire, océanique, une zone montagne moyenne humide. Ce n'est pas parce que j'étais ici qu'on a pris Auvergne. Et puis Champagne-Ardenne. Et en fait, sur la réponse, donc pour toutes les espèces pour lesquelles on a mesuré ça, on a confronté ça, les réponses, en fonction des pratiques. Ça, c'est la première utilisation de fauche d'une prairie. Ça, c'est les quantités de matière organique qui sont apportées, la partie minérale. Et puis ça, c'est des éléments paysagers. Alors les chauves-souris, c'est ça? Oui, c'est chauves-souris. On n'avait pas d'effet sur le bloc parcellaire, parce qu'en fait, on avait 3 compartiments, où l'effet était moins marqué. Et en fait, quand on regarde ça, on voit que la distribution qu'on a, enfin la réponse qui explique la richesse spécifique qu'on a sur biodiversité, on voit qu'en Auvergne, par exemple, 63% des espèces, des richesses spécifiques sont expliquées par le paysage. Et on voit ici, par exemple, qu'en Champagne-Ardenne, vous imaginez que le milieu est un peu moins hétérogène, où les milieux, les espaces, on va dire, naturels sont plus simplifiés, parce qu'il y a moins de haies, il y a moins de choses. Donc on voit que les pratiques agricoles émergent beaucoup plus. Voilà, c'était juste pour vous donner des éléments de résultat. Et puis aussi quand même, se dire aussi que si on a pris chiroptères, c'est qu'on les a identifiés comme étant une espèce parapluie, c'est-à-dire une espèce qui est représentative de tout ce qui se passe sur la chaîne trophique. Alors je ne sais pas comment on dit, toute la chaîne alimentaire, on va dire. Et donc, ça nous indique aussi que la présence donc, de ces espèces et de leur activité nous explique aussi, ou on déduit qu'il y a un cortège important d'espèces autres qui cohabitent et se partagent donc des ressources de ce milieu. Donc il va falloir transformer l'essai quand on va aller en ferme avec ça. Alors, on a construit un outil, alors je ne vais pas trop vous le développer, mais en fait c'est un outil qui permet de faire du changement d'échelle. Sur cette partie à ma gauche, c'est les infrastructures agroécologiques, c'est les éléments qui composent le paysage, les arbres, les haies, les mares, etc. Et sur la partie droite, c'est les pratiques agricoles. Et donc, je ne vais pas trop vous déballer, mais en fait, la caractéristique, c'est qu'on fait du changement d'échelle. Là, on est à l'échelle, on lit une photo satellite. Ici, on se retrouve au niveau de la ferme où on va regarder plus spécifiquement, par exemple, ici, on va déduire
les continuités, les routes, les autoroutes pour la biodiversité composées par les haies, les arbres, etc. Les continuités, savoir si c'est suffisamment dense, si c'est suffisamment connecté, et aussi si on est bien réparti sur le territoire. Donc là, on est à l'échelle d'une lecture photosatellite. Et ici, quand on est à cette échelle de la ferme, on va plutôt spécifier ce qu'on retrouve, ce qu'on voyait de façon un peu globale là. On va essayer d'identifier de façon plus précise ce qu'on retrouve, et notamment sur la partie surface de biodiversité développée. Alors c'est un inventaire en fait de tout ce qu'on retrouve, les objets qu'on va retrouver sur l'exploitation. Les objets, c'est les arbres, les haies, etc. Voilà, j'ai choisi de vous faire un exemple avec ça. C'est un indicateur un peu phare, il est original. Et donc, juste pour vous dire comment on a fait un peu de bibliographie, on sait que, par exemple, en écologie du paysage, la compréhension des écosystèmes repose sur les interactions qu'il y a avec ce paysage. Bon, ça, c'est un peu générique, mais quand on regarde un paysage aussi, si on regarde une photo, on est sur un plan. On n'a pas une vision 3D. Et donc, ce qu'on essaye, c'est redonner les caractéristiques de ce paysage visible. Le 3D nous permet d'identifier la complexité paysagère qui se cache derrière. Voilà, donc on a fait une approche géométrique pour avoir une sensibilité à la lecture des paysages et aussi des organisations spatiales. Donc juste, on est dans une politique un peu dans l'outil, je dis diagnostic, j'aime pas trop ça, c'est l'outil d'aide à la décision. On passe d'une échelle, on va dire, très globale, qui est le patron paysager, etc. Et ensuite, on va faire un focus plus spécifique, donc une méthode un peu en entonnoir, pour arriver sur des parcelles bien précises, comme la prairie permanente, comme autres. Je suis dans les temps ? Parfait. Bon. Alors maintenant, on va transformer l'essai. On va essayer. Donc en fait, une haie, on va l'affilier à un pavé. Donc on va prendre 100 mètres linéaires de haies. On a caractérisé, on a une typologie de haies. On a la même chose pour les arbres. On va prendre l'arbre, par exemple. L'arbre, on va l'affilier avec son houppier comme étant un cylindre. Et en fait, cette verticalité-là, c'est aussi un espace d'accueil pour toute une chaîne d'espèces qui vont se manger les unes après les autres. Il y aura des dominants, des parapluies, puis il y aura toutes les autres qui vont s'enrichir en mangeant les autres et se reproduire et autres. Donc, en fait, cet arbre-là, si on prend l'arbre comme exemple, on a des petits arbres, des moyens et des gros qui sont identifiés par rapport au diamètre du tronc. On a repris ça de l'Institut de la forêt. Et en fait, on l'affilie à un cylindre. Et une fois qu'on a fait l'inventaire de tous les arbres qu'on trouve sur l'exploitation, de toutes les mares, de tout ce qu'on peut retrouver, eh bien, en fait, on va, pour nos arbres, à titre d'exemple, on va ouvrir cette boîte de conserve et la remettre en surface. Donc, on va reprendre la surface de l'ensemble du cylindre. Et donc, ça va nous donner une notion de transformer quelque chose qui était en 3D à une notion de plan. En fait, on fait l'effet inverse. Et donc, pour arriver à quoi ? Pour arriver, d'une part, à se dire, on est dans une complexité paysagère, on est capable de la quantifier, mais aussi de se dire, eh bien, cet indicateur-là, il traduirait la chose suivante. Quand on remet toutes ces surfaces développées de biodiversité en hectares, eh bien, on appelle ça surface de biodiversité développée. Et quand on remet ça en hectares, par exemple, on va retrouver 76 hectares de surface de biodiversité développée pour une exploitation qui en fait 103. Et en gros, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que quand l'agriculteur, l'éleveur, ou le polyculteur éleveur, ou l'éleveur laitier, pour faire plaisir à Jean, utilise 1 hectare pour produire, en fait, il entretient implicitement, et concrètement aussi, 76 arts de surface de biodiversité. Donc ça, c'est un indicateur qu'on utilise, c'est un indicateur phare aussi, puisque on sait que l'érosion, par exemple, oiseaux et autres, sont liés d'une part à l'homogénéisation des territoires, c'est-à-dire plus trop de zones naturelles ou d'habitat pour eux, mais aussi à l'usage de produits phytosanitaires, pesticides, si on veut les appeler comme ça. Voilà. C'était bon ? C'est compris ou c'est... Donc voilà, c'est un exemple. Et puis pour terminer, parce que je crois qu'il faut que je termine comme ça, on a fait quelques tests comme ça dans des paysages. Alors l'idée, ça serait aussi de ne pas dire on va aller faire toutes les exploitations agricoles avec cet outil, mais on va essayer de faire un échantillon d'exploitation agricole et non pas travailler comme ça au large sans savoir où on va, mais travailler sur des sous-entités paysagères. Par exemple, travailler dans les combrailles et
d'aller voir quelques exploitations agricoles ou la variété des exploitations agricoles qu'on retrouve dans ces milieux-là, savoir si elles expliquent le milieu dans lequel elles se trouvent, et aussi de pouvoir dégager un programme collectif d'action à la faveur de la biodiversité, et là, non pas individuel, mais dégager un programme d'action global pour cette zone-là. Donc ça, c'est le challenge qu'on va se donner, Jean, pour l'avenir. Et on a un programme Live Plus qu'on est en train de monter justement à cet effet pour faire du déploiement. Voilà, je vous remercie. Eh ben, merci Vincent, du coup, qui vous a bien présenté un peu les travaux qui avaient été menés ces dernières années, la compréhension plus fine qu'on a de la biodiversité sur les élevages laitiers et donc la construction de cet outil de diagnostic, enfin, pas de diagnostic du coup, mais d'outil d'aide à la décision sur la biodiversité pour l'élevage laitier. À partir de ça, donc, on continue à travailler toujours sur cette question de la biodiversité à l'échelle interprofessionnelle. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple forcément à appréhender de manière générale et pour une interprofession. On essaye de l'intégrer dans différentes actions. Je vais commencer déjà par la ferme laitière bas carbone. Donc, il y avait une présentation juste avant dans la même salle. Et déjà pour reprendre, voilà, au niveau de la filière laitière, il y a une démarche de responsabilité sociétale qui s'appelle France Terre de lait. Donc une démarche de responsabilité sociétale, qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche qui permet à une organisation, donc là le CNIEL, d'intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans son activité. Au niveau de la filière, ça se traduit donc dans France Terre de lait par 4 axes de performance, avec notamment en bas à droite là un axe de performance sur les productions responsables qui intègre un engagement sur les questions environnementales et sur le carbone, avec un objectif de filière de réduction de 17% de l'empreinte carbone par litre de lait en sortie d'usine d'ici 2025. Pourquoi donc, comment est-ce que ça se traduit sur l'amont agricole ? C'est porté par une démarche qui s'appelle donc Ferme laitière bas carbone, qui est une démarche volontaire, avec, donc propre à chaque éleveur, avec des solutions qui sont adaptées à chaque exploitation. C'est une démarche qui est portée par plusieurs acteurs, le CNIEL, IDEL, les chambres d'agriculture et France Conseil Élevage. Et c'est vraiment une approche multicritère qui s'intéresse à la durabilité des systèmes de production. À date, c'est une démarche qui est déjà bien déployée puisqu'il y a plus de 14 000 éleveurs qui sont engagés dans la démarche et plus de 1200 conseillers qui ont été formés. Pourquoi est-ce que je vous parle de ferme laitière bas carbone aujourd'hui dans une présentation sur la biodiversité ? C'est bien parce que c'est une approche qui est multicritère, dont l'objectif principal est d'évaluer l'empreinte carbone de l'exploitation, mais aussi de pouvoir prendre en compte d'autres aspects, notamment la biodiversité, d'avoir un indicateur relatif à la biodiversité sur ce qu'a présenté Vincent, c'est-à-dire la surface de biodiversité développée sur une exploitation. L'objectif de ça, donc là vous avez un exemple de panneau qui peut être présent sur certaines exploitations qui ont fait un diagnostic, c'est de bien pouvoir prendre en compte la biodiversité pour avoir entre le conseiller et l'éleveur un échange autour de la thématique de la biodiversité sur son exploitation, et aussi dans une démarche d'approche multicritère de s'assurer que dans la construction du plan de carbone, il n'y ait pas de levier ou de piste qui irait à l'encontre de la biodiversité. Concrètement, qu'on n'ait pas de transfert d'impact du carbone vers la biodiversité pour essayer de la préserver. Donc ça, c'est la première action à niveau interprofessionnel sur la thématique de la biodiversité. Par ailleurs, il y a aussi des travaux là, plus de valorisation et de présentation un peu de ce que peut être la biodiversité sur l'ensemble de la filière, d'amont à aval. Donc il y a un travail qui a été réalisé l'an dernier, notamment avec Vincent sur la partie amont, mais aussi donc, sur la partie aval, qui recense un peu tous ces éléments que vous pouvez retrouver sur le site CNIEL Info. J'ai quelques exemplaires imprimés ici aujourd'hui aussi pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à venir le chercher à la fin de la présentation. Donc un dossier rédigé, et à côté de ça, d'autres livrables aussi. Donc on avait organisé un colloque l'an dernier sur cette thématique. La vidéo est disponible si ça vous intéresse sur YouTube. Également une vidéo de présentation qu'on a réalisée donc, avec Vincent sur une exploitation mais qui est pas loin d'ici, en Haute-Loire. Non, c'était en région centre en plus, je me trompe, mais qui présente l'outil Biotex en vidéo. Et enfin une vidéo plus de présentation de la biodiversité sur la filière laitière. Et tous ces supports de présentation sur la biodiversité ils sont disponibles sur la chaîne YouTube CNIEL Info si ça vous intéresse.
Et enfin, donc, Vincent parlait du futur, de ce qu'on pouvait faire dans le futur sur la thématique de la biodiversité. Au niveau interprofessionnel, il y a aussi un groupe de travail qui existe avec des ONG environnementales. Donc pour échanger avec elles sur la question de la biodiversité, vous avez là les différentes ONG impliquées, donc Humanité Biodiversité, ORE, FNE et la LPO. L'idée de ce groupe de travail, c'est d'échanger et de partager les différents points de vue sur la biodiversité entre l'interprofession et donc ces ONG environnementales, et de discuter aussi sur les méthodologies d'évaluation de la biodiversité qui existent, et donc notamment sur la méthodologie Biotex. Il y a aussi le logo de l'OFB, donc qui n'est pas une ONG, mais qui a rejoint le groupe de travail assez récemment parce qu'ils étaient intéressés par la démarche. À noter aussi que le CNIEL va postuler, en tout cas pour être reconnu donc, partenaire engagé pour la nature. Donc c'est une reconnaissance qui est décernée par l'OFB. Donc voilà, dans le futur, dans les prochains temps, il y a aussi ce projet-là qui sera abordé. Voilà pour les travaux et comment l'interprofession prend en compte la biodiversité dans ses actions. On vous a fait une présentation sur le contexte, sur la biodiversité sur l'élevage laitier, sur les actions qui ont été menées avec l'Institut de l'élevage, sur les outils de diagnostic et la recherche par rapport à la prise en compte de cette biodiversité sur les exploitations. Et comme vous l'avez vu, il y a des actions qui ont déjà été menées par l'interprofession. Il y a la volonté de continuer à travailler sur cette thématique parce qu'on a la sensation que c'est vraiment un sujet qui a monté, un sujet environnemental qui a monté, qui va continuer à prendre de l'ampleur dans les prochaines années et que l'élevage a des atouts à faire valoir. Merci pour votre attention. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 34. On a pas mal de temps pour des questions. Si vous avez la moindre question, du coup, ce qu'on vous propose, c'est que vous leviez la main. On vous passera un micro. Et puis, Vincent et moi-même sommes à votre disposition pour y répondre. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, ça peut être des questions de compréhension ou autre. Voilà, il ne faut pas hésiter. Une question là. On va vous donner un micro, ce sera plus simple. Que je dise mon nom aussi, non ? Oui, vous pouvez. Oui, donc Katia Klum de INRA de Clermont-Ferrand. J'avais une question à Vincent. Tu disais tout au début, on a analysé la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou je sais pas. Tu peux préciser un peu qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas compté des chauves-souris, je suppose. Ça marche ça ? Oui. Il faut qu'on revienne sur les premières diapos. Je l'ai peut-être un peu vite. Sur ça ? C'est tout au début, les interactions avec le paysage. Remonte. Ça, cette partie-là. En fait, je veux bien recommencer, c'est de dire quand on regarde un paysage. Et ta question, c'est quoi, Katia ? Ah, d'accord. On revient sur les slides d'après. En fait, c'est ce qu'on a fait dans le projet Indibio. En fait, hein. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que, par exemple, pour vers de terre, on a refait sortir des vers de terre avec de la moutarde, Amora fine, le protocole qui va bien là. Et ensuite, on les a typés, enfin, on les a mis par famille, par groupe, comment on appelle ça, par type, entre les épigées, anéciques et autres. Et donc, on l'a fait sur des prairies, on l'a fait sur prairies permanentes, et pour lequel on avait différentes pratiques agricoles. On pouvait avoir du pâturage, on pouvait avoir du pâturage avec de la fauche. Enfin, on avait fait une typologie un peu de prairies, et pour voir sur un gradient de pression de pratiques agricoles quel était l'effet sur les lombrics. Il y en a peu. On en retrouve en grande quantité. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'abondance. On était dans les Combrailles, par exemple, qui sont des sols volcaniques. Hein. On retrouvait 30 lombrics par mètre carré. On se retrouvait dans le Livradois Forest. La plus grosse sortie qu'on ait fait sur un mètre carré, c'était 300. Et en fait, la texture du sol est aussi un élément à prendre en considération parce que dans les sols sableux ou les sols un peu type volcanique,
c'est des éléments grossiers. Et en fait, les lombrics, les populations de lombrics se plaisent pas trop dans ces milieux-là. Ou alors, elles s'y plaisent que s'il y a de la matière organique encore dans ces sols. Donc ça, c'est un exemple de comptage. Si on prend sur Bourdon, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des captures. Donc on avait des transects, c'est-à-dire qu'on était sur des bordures de parcelles, et on avait des transects au centre. Et donc on faisait... Il fallait avoir un bon swing ou un bon jeu de main pour attraper les bourdons. Ensuite, on les euthanasiait avec de l'alcool. C'était pas terrible quand même, mais on était obligé de passer par là. Pour ensuite, le travail a été fait par l'INRA de Thé, pour ensuite comment identifier le type de bourdon que c'était, puisque ça nécessite de passer par dissection. Donc là, on avait à la fois une notion d'abondance, mais on avait aussi la notion de richesse spécifique. Donc toutes les espèces ont été conduites de cette façon-là. Et pour oiseaux, les ornithos avaient pareil, un protocole, c'était le matin, la température, enfin on avait des relevés divers et variés. On avait beaucoup trop de variables par rapport à ce qu'on a pu trouver comme sensibilité après sur les espèces. Mais en fait, l'analyse qu'on a faite, c'est une fois qu'on avait préparé notre matériel, nos jeux de données, abondance, richesse spécifique, milieu, pratique agricole, etc., on a mis ça dans une grosse machine statistique. C'était la méthode qui a été utilisée, c'était la méthode MBPLS. Et en fait, on avait des compartiments, par exemple paysage, dans lequel on avait des variables, un compartiment pratique agricole et un autre compartiment parcelle. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur Bourdon, on avait un indicateur qui avait bien marché. C'était comment on appelle ça, la forme de la parcelle. Donc la forme de la parcelle, il y a une petite équation, mais on ne va pas la développer. Pour faire simple, on prend la surface divisée par le périmètre. Je crois que je ne me suis pas trompé, ça doit être ça. Et en fait, pour un hectare, on n'a pas toujours 100 mètres sur 100 mètres. On peut avoir 200 mètres de bordure. Sur un hectare, on a 400 mètres de bordure. Et pour un autre hectare, on pouvait avoir 800 mètres. Ça dépend de la dentelle qui est formée ou la forme de cette parcelle. Et ça répondait bien sur Bourdon. Ça, c'est spécifique. Et en fait, chaque fois qu'on avait une réponse statistique, par exemple de ce type-là, eh bien, on avait des biologistes avec nous, du muséum et autres INRA, pour expliquer le lien biologique et l'explication biologique qu'elle est derrière. On n'a pas traité ça en disant on fait un modèle mécanique stat, et puis on fourgue tout ça dans un... On devait à chaque fois expliquer... biologiquement ce qui se passait. Voilà comment on a procédé, Katia, si ça répond à... Dans le certificat, ton collègue a dit, est-ce que... Oui, en fait, finalement, tu as un indicateur biodiversité qui peut être 10, ou je dis n'importe quoi, un chiffre, mais est-ce que c'est accompagné d'une autre valeur qui puisse avoir des parcelles biscornues, plus de haies, proximité de l'eau, pour qu'on ait une idée? Donc, on ne passe pas par la note, nous. Hein. Oui. On ne met pas de note, mais une fois qu'on aura fait, revient peut-être sur la partie... Parce qu'en fait, là, on était quoi? On était sur des variables très, très fines. On allait chercher des données qui sont un peu compliquées à aller chercher. Par exemple, sur chauve-souris, il n'y a plus la première année. Les foins dans la Manche ont été faits au 15 juillet. Il n'y avait pratiquement pas d'activité. Donc ça, c'est pour vous donner la complexité qui va derrière. Pour aider, en fait, à avoir un indicateur, comment je peux améliorer mon diplôme ou mon certificat biodiversité, à quoi c'est dû? Comment je dois... Non, c'était ça. On va rester sur la structure de l'outil maintenant. Tu dis comment on peut améliorer... Oui, j'arrive pas. Le label... Est-ce que vous faites référence à ferme laitière bas carbone? Oui, j'ai vu le label, mais en fait, ça ne donne ni une idée à quoi c'était lié, ni comment on peut l'améliorer. Oui, alors là, il faut bien recontextualiser. Ferme laitière bas carbone, comme on le disait, l'objectif, c'est évaluer l'empreinte carbone. C'est le cœur de la machine. Après, à côté, c'est une analyse multicritère, donc on prend en compte d'autres choses. Là, vous le voyez, il y a tout ce qui est emploi créé, stockage de carbone, le nombre de personnes qui sont nourries et la biodiversité. L'idée, c'est pas d'aller dans des diagnostics fins sur ces autres aspects, mais plutôt d'avoir une approche, un indicateur simple, parlant, pour approcher et sensibiliser un peu à la thématique. Dans Ferme laitière bas carbone, bien sûr, c'est pas aussi complet sur la biodiversité que dans Biotex. L'idée, c'est vraiment que ce soit complémentaire. Ferme laitière bas carbone, on est sur un diagnostic carbone avec une notion multicritère. Biotex, c'est beaucoup plus complet sur la biodiversité à côté. Juste Jean, parce que là, il faut comprendre, parce qu'on parle d'outils, tout se superpose, il y a les outils. Donc ici, on a Cap 2ER, pour être très concret.
Cap2ER qui est un outil qui fait du gaz à effet de serre, de l'ammoniac et de la biodiversité. Mais en fait, c'est une petite passerelle qu'on ouvre sur le Cap2ER avec un thème, c'est le thème que je vous ai développé là, sur les surfaces développées, et pour lequel on a une passerelle avec l'outil Biotex, qui lui est un outil qui permet de plus prendre en compte la biodiversité et plus mettre en place un programme d'action. Là, c'est une petite fenêtre, une petite passerelle qui est prise. Il y a une seconde passerelle qui est prise aussi, c'est quand on fait un bilan humique global. On a vu que la matière organique, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, Katia, mais la matière organique, c'est un peu le moteur des sols en termes d'activité biologique. Si on a des sols qui s'effondrent en termes de matière organique, eh bien en fait, toute la vie, que ce soit des micro-organismes ou de la macrofaune, va diminuer de façon conséquente. Et donc, en fait, ce qu'on fait dans la méthode Cap2ER, mais aussi dans la méthode Biotex, pour traduire ça en fertilité des sols, eh bien, on va faire un bilan des ressources en matière organique par les effluents d'élevage, par exemple, des ressources en matière organique par la mise en place dans la rotation de la prairie temporaire, dans des rotations avec des cultures annuelles, et donc, je l'ai dit, les déjections. On va laisser la prairie permanente dessus parce que c'est défoncer des portes ouvertes. On sait que ça marche dans ces milieux-là. Et on va regarder sur les systèmes qui sont en rotation, les cultures qui sont en rotation, si le système animal, voire le type de rotation, permet de compenser les besoins des sols en matière organique. Et donc, on sait si structurellement l'exploitation elle est en déficit ou si elle est en excédent. C'est un peu mieux pour le carbone aussi. Donc, il y a un lien avec tout ça. Donc, juste pour vous dire qu'il y a une petite passerelle qui est faite sur biodiversité avec 2 indicateurs et qui permet d'ouvrir ça sur une approche plus systémique. On est souvent dans les approches systémiques. Hein. Donc changement d'échelle, et puis après on essaye de faire des focus sur des points qui seront un peu plus critiques et qui seraient à suivre. Voilà. J'ai répondu, Katia ? D'accord. Et juste pour compléter par rapport à ce que Vincent a présenté, on voit bien là que dans la méthode Biotex, il y a une multitude d'indicateurs différents qui sont traités. Et celui-là, par exemple, c'est celui qu'on va retrouver dans Cap2ER aussi. Dans le module agronomique Et dans ce qui est pris en compte dans tous les diagnostics Cap2ER, c'est bien la surface en biodiversité développée, qui est donc un item parmi tous ceux qui sont développés dans Cap2ER. Donc, ouais. Du coup, il y avait d'autres questions au fond. Ouais. Vas-y. Tu pourrais avoir un indicateur élevé parce que tu as des poteaux en bois qui attirent des rapaces. Et ça donne une bonne valeur, ou tu as en proximité l'eau, donc tu as des lézards ou je ne sais pas quoi, ou tu as 400 000 bourdons pour des raisons XY. Et en fait, pour aider l'agriculteur d'aller dans le bon sens, je me demande si tu ne peux pas accompagner ça avec une idée, qu'est-ce qu'il faut mettre. C'est ça ta question peut-être aussi, non ? Moi, j'ai peut-être mal formulé les choses. En fait, on n'est plus sur des indicateurs directs de mesure d'espèces. On est volontairement sur des mesures indirectes, des indicateurs indirects. Et ces indicateurs indirects-là, ils ont été choisis pas par hasard, c'est parce que l'agriculteur, pour lui, c'est visible. Il sait où sont les leviers. Travailler sur des pieds de haies, par exemple, mettre du Roundup, je caricature, mais ça arrive, pour dégager tous les pieds de haies, on ne retrouve plus rien. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'on fait effondrer les populations, enfin en tout cas les populations de pollinisateurs qui ont pu venir là. Donc ça veut dire que toute la chaîne aussi est perturbée. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de travailler sur les pratiques agricoles, sur le management de ces haies, sur la reconnexion aussi avec du replantage de haies et autres. Tous les programmes d'action qui vont découler de la méthode, là, c'est des programmes qui sont très concrets. On est sur du direct. Et on sait que quand on agit sur la connectivité ou quand on agit sur d'autres choses, on joue sur les continuités, sur la mosaïque paysagère en mettant des cultures dans la rotation qui sont des types plantes à fleurs, hein, qui peuvent être des luzernes. Les insecticides, on dit que quand il y a 25%, plus de 25% de la SAU qui est traitée avec un insecticide, quel qu'il soit, ça commence à craindre. Donc mais on va sur des indicateurs très globaux. Donc comment on peut faire en limitant la pression, par exemple, en insecticides. Donc ça veut dire que ça nécessite de discuter et de raisonner un peu tout ça avec l'agriculteur. Je t'écoute. Oui, Jean-Noël Galliot de l'INRAE. Dans la continuité des remarques de Katia, là, c'était pour mesurer la surface développée en biodiversité qui apparaît dans Cap2ER, c'est bien ça. Vous n'avez pas tenu compte si c'était 1 hectare de prairie très diversifiée ou 1 hectare de prairie peu diversifiée, ça ressort en 1 hectare, ou alors une haie de résineux monospécifique à la même valeur qu'une haie de 10 ou 15 arbres différentes. On est sur la même valeur en hectare.
Non, il y a un coefficient. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une typologie de haies qui a été faite. Donc entre la haie buissonnante basse, qu'on va retrouver en Saône-et-Loire, et ensuite on a des haies qui sont stratifiées à plusieurs niveaux. Donc quand elles sont stratifiées à plusieurs niveaux, on sait qu'elles ne sont pas monospécifiques. D'accord. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est la première, la première réponse. Et puis quant à la prairie, c'est que quand on arrive sur les pratiques agricoles, on va dire, la prairie, on ne la met pas à toutes les sauces. On ne va pas dire, chaque fois que c'est de la prairie permanente, c'est bien. On sait que sur matière organique, ça marche. En revanche, quand on prend un gradient de mode d'exploitation de cette prairie-là, entre des fauches très précoces, qui sont autour du 15 mai, pour faire du foin ventilé ou des ensilages, et des fauches tardives, donc sur ce gradient de mode d'exploitation, sur de la fauche ou du pâturage relativement extensif, eh bien, on va croiser ce gradient-là avec un gradient fertilisation, matière organique donc déjà apportée. Est-ce que c'est des apports réguliers, comment conjoncturels, et puis ensuite sur le gradient d'azote minéral. Et en fonction de ça, on a une matrice sur laquelle on va identifier la part de la prairie permanente qui, elle, aurait la même fonction de régulation qu'un élément agroécologique ou une haie ou autre. Alors c'est un peu... Et donc en fait, dans nos surfaces développées, la part de cette prairie permanente qu'on aura identifiée comme étant conduite de façon relativement extensive, eh bien on va la remettre dans nos surfaces développées. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que la prairie aussi abonde ça, mais la prairie sous condition. Donc c'est là où on fait des focus plus précis sur des zones. Mettre la prairie à toutes les sauces, non. Donc on va regarder en fait la flore, par exemple, plus on va mettre d'azote minéral, plus on va appauvrir les légumineuses et qui sont souvent des plantes à fleurs. Donc cette relation aux espèces, elle est très importante, quoi. Je réponds à... Oui, tout à fait. Je comprends mieux. Donc du coup, vous modulez bien. Et dans la continuité, du coup, sur la méthode, ok. Et maintenant sur la valorisation de ces indicateurs de biodiversité Comment valoriser un élevage qui produit je sais pas, 200 000 litres de lait en maintenant 2000 hectares de biodiversité? Quelle plus-value il pourrait avoir par rapport à un élevage qui en a que 5 hectares de biodiversité? Comment faire ça dans la valorisation? Oui. C'est-à-dire remettre ça au... Enfin, concrètement, on est en train de discuter avec vos collègues là, de l'INRA sur un chantier qu'on conduit avec le GIS, c'est élevage demain, c'est ça, et le GIS polyculture. Et donc l'idée, c'est que l'INRA veut regarder un petit peu comment on pourrait régler les problèmes un peu d'ACV, c'est-à-dire prendre, par exemple, la biodiversité importée et la remettre. Alors c'est un vaste serpent de mer, ce truc-là. Et la remettre donc dans les façons dont on évalue ces affaires-là, pour rapporter ça après au produit qui nous donnerait un curseur d'empreinte ou d'effet de l'empreinte de la production agricole sur la biodiversité. Moi, je vais être assez clair là-dessus. Si c'est pour faire l'empreinte carbone comme elle est faite souvent, c'est-à-dire que c'est un indicateur plutôt qui va donner le niveau où on se trouve quand on met des équivalents CO2 divisés par de la production. Il faut faire attention, c'est un leurre des fois. Il vaut mieux regarder en valeur absolue ce qu'on envoie dans le ciel. Et donc, ça veut dire que, je caricature pas le trait, mais des vaches qui sont à 10-12 000, qui sont élevées qu'au maïs, etc., elles vont avoir une empreinte carbone très faible, mais aussi, c'est ce que font les collègues, on va avoir des effets qui vont faire qu'on a une dilution du méthane entérique. Et en fait, ces systèmes qui sont vraiment à haute performance sont des systèmes qui sont très dépendants des énergies fossiles. Et donc, on ne veut pas tomber dans le même piège avec biodiversité. On essaye de savoir un peu comment on va faire pour mettre ça par rapport au produit, mais c'est compliqué. Et je crois qu'il y a Ayo Wonder Earth qui avait eu une position quand même assez claire là-dessus. Pourtant, c'était le promoteur de l'ACV, il l'est toujours, mais en tout cas, il met des limites à cet indicateur quand il est utilisé tout seul. Il a sa part, il est bien, l'empreinte, c'est un bon indicateur, mais on doit l'enrichir avec des indicateurs de performance technique et de performance environnementale. Donc c'est pareil pour biodiversité, de dire on va arriver au produit et mettre un curseur, c'est un chantier, je ne sais pas si on aboutira à quelque chose. Moi, j'ai quand même la vaste impression que de contextualiser le milieu dans lequel on produit, c'est hyper important, quoi.
Si on sait qu'on produit dans une entité paysagère comme les Combrailles, avec des maillages de haies, en gardant de la prairie, en ayant tout ça, on pourrait contextualiser le paysage dans lequel la production s'est faite. Et le paysage, c'est quand même un bon révélateur de la biodiversité ou de l'activité biologique de ces... Alors c'est un peu du global, hein. Quand on fait du global, on appauvrit des compartiments, on oublie des choses, etc. Mais en tout cas, je pense que contextualiser le milieu dans lequel la production s'est faite, lui donner une identité paysagère, ça serait certainement quelque chose qui parlerait plus qu'une empreinte, c'est-à-dire écraser la biodiversité avec sa chaussure. Je pense que les gens la société ferait plus la relation aussi de ces agriculteurs qui sont des acteurs du territoire. Et on produit dans ce contexte-là. Et ce contexte-là, il est quand même entretenu par les chemins de promenade. Ils sont entretenus quand même par le passage des tracteurs, le passage des vaches, par tout ça, quoi. Oui, mais je suis bien d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les potentiels de biodiversité ne sont pas les mêmes selon les territoires. Et ça, il faut en tenir compte. Mais n'empêche que là, actuellement, la rémunération de l'agriculteur est basée sur son TB, TP et quantité de lait, qu'il ait 2 hectares de diversité de biodiversité ou 2000. Donc l'enjeu, il est vraiment là pour faire reconnaître les agriculteurs qui travaillent avec cette biodiversité et pas seulement sur les aspects de production laitière. Oui, mais après, ça pose la question de savoir comment on fait payer les services environnementaux. Et donc, ça veut dire que... je ne sais pas si je le dis comme ça. Il faudrait payer les vertueux et obliger les non-vertueux à le devenir. Parce que finalement, si on arrive avec plus rien, on dit, ben moi, finalement, je vais monétariser mes services parce que j'ai remis 4 km de haies sur ma parcelle, etc. Et je vais monétariser ça, mettre ça sur une bourse, sur un marché de la monétarisation, et qu'une entreprise qui, elle, est impactante, n'a pas de levier pour pouvoir faire ça, elle va racheter ces crédits-là qui iraient dans la poche de l'agriculteur. Paiement de services environnementaux. La mécanique, moi, je la trouve, enfin, je le dis, c'est personnel, je la trouve pas très heureuse. En tout cas, si on contextualisait les milieux comme on en a là autour du Massif central, de ce grand Massif central, on a quand même des typicités de paysages qui sont faites parce qu'il y a de la Salers, parce qu'il y a de l'Aubrac, parce qu'il y a du lait, parce qu'il y a de la viande. On ne les a pas comme ça. Sinon, on serait face à... Donc, biodiversité, comment monétariser tout ça? Oui, mais c'est une vraie question. Donc, c'est la question qu'on a aussi avec le GIS, hein, de savoir comment, quelle méthode d'évaluation économique on pourra avoir pour ces paiements à services environnementaux qui répondent à la question que tu dis, hein, c'est entre celui qui ne fait pas grand-chose et celui qui fait beaucoup de choses, comment on pourrait le rémunérer un peu plus. Mais le challenge, il est pour le CNIEL. Hein. C'est pour ça qu'ils sont assez push sur la démarche. Hein. Et donc, oui, c'est les travaux du GIS Avenir Élevage, il me semble que c'est ça le nom. Donc, les travaux qui sont initiés oui, là. Avenir Élevage. Avenir Élevage, c'est des travaux qui commencent tout juste là, donc avec cet enjeu de la question de l'affichage environnemental des produits. Mais donc, vaste chantier à lancer. Moi, j'ai une question sur l'application du produit, de l'outil Biotex. Qui peut y avoir accès et qui peut l'utiliser? Est-ce que si je suis une communauté de communes et que je veux mettre en place une trame verte, est-ce que je peux l'utiliser? Bien sûr. Il est dans le domaine public. Alors, pour l'instant, il est non informatisé. On travaille sur par exemple, quand on va prendre des photos satellites, on s'est arrangé pour aller sur Google et que tout le monde puisse utiliser une image Google. Alors, plus ou moins, on va voir la date à laquelle le satellite est passé, mais ça veut dire que c'est complètement la méthode au sens strict. C'est pas l'informatisation, elle est dans le domaine public, vous pouvez l'utiliser. Il faut faire une formation pour comprendre comment on fait les calculs, mais une communauté de communes pourrait très bien dire, est-ce que, en fait, quand on fait l'approche territoire, là, cette partie-là, pas occupation des sols, sur densité, IAE, etc., qui pourrait être le problème d'une collectivité de communes, hein, de savoir comment on remet de la connectivité, parce que le PLU a fait un peu d'érosion ou autre, eh bien, on pourrait très bien faire une photo satellite là-dessus, on pixelise ça sur la mobilité du bourdon, hein, c'est-à-dire 250 mètres sur 250 mètres, c'était les buffers sur lesquels on avait les meilleures réponses stats, en fait, et puis se dire, là, on a quand même une fragmentation. Cette fragmentation-là, il faudrait remettre une haie multi-espèces locale, pas des tuyas, hein, par exemple. Donc oui, je pense qu'on peut benchmarker, il ne faut pas que j'utilise des termes comme ça, mais on pourrait utiliser des parties de cette méthode pour pouvoir
répondre à la question d'une collectivité territoriale. Et Tout? Non, il n'y a que ça. Il n'y aura que la surface développée de biodiversité que je vous ai donnée, mais une collectivité de communes peut aussi avoir l'image enfin, une quantification du paysage visible, hein, avec le 3D, en mettant à la sauce surface de biodiversité développée pour voir quelle représentation, enfin, quelle est la surface d'accueil, on va dire, de la collectivité, enfin, de la zone. Et en fait, sur Cap de Zéer, Katia, en fait, on a uniquement surface en biodiversité développée. celle-là, et puis ça. Sur le module agronomique. Voilà. Et pour on ne peut pas lui faire tout à Cap de Zéer, hein, parce qu'à un moment, ça va devenir un Spoutnik. Il y a cet enjeu aussi là, cette Cap de Zéer, encore une fois, c'est un diagnostic carbone. Et il y a un indicateur biodiversité, c'est une approche, c'est pas parfait, mais il y a aussi l'enjeu du temps et de la durée du diagnostic sur une exploitation, c'est déjà très long, un diagnostic Cap de Zéer. Donc sur la partie biodiversité, c'est un indicateur, une approche qui n'est pas complet. Pour aller plus loin, c'est cet outil d'évaluation Biotex. Et pour compléter par rapport à ce que disait Vincent, il parlait du LIFE donc, qui va être déposé bientôt pour un financement au niveau européen. Novembre. En novembre, donc le CNIEL sera associé et suivra avec intérêt ses travaux. C'est le commanditaire. Hein, si c'est accepté, l'idée c'est aussi justement de passer à la montée en compétence de l'outil et à l'informatisation de l'outil pour aussi une question de praticité et de déploiement et d'utilisation de cet outil. Donc pour parler du Live Plus qu'on monte sur biodiversité, en fait, on s'est fait bouler 2 fois. Hein. Ce sera peut-être la 3e là ou pas. Et en fait, on a eu du mal à faire comprendre à la Commission qu'on travaillait sur des indicateurs indirects. Ils sont souvent sur des quantifications taxonomiques. Hein, et on n'a pas voulu, on ne voulait pas faire ça parce que on peut pas déroger à notre entrée qui est travailler avec un agriculteur sur des leviers et donc de la quantification avec des indicateurs indirects. Et donc, on avait l'idée dans les anciens lives, c'était de dire on va faire des approches un peu globales comme ça dans des exploitations en faisant un échantillonnage, mais aussi on avait des zones pilotes dans lesquelles on voulait intégrer le projet agricole dans un projet qui est plus vaste, et c'est un projet de collectivité, de commune, etc. Donc mettre tous ces acteurs à table et de faire en fait des photos un peu comme Google Street, là. Hein. On voulait faire des photos en 3D pour dire avant, diagnostiquer en multi-acteurs, en multi-usagers de ce territoire, et ensuite recomposer ces territoires-là avec simulation, avec un simulateur de paysage, pour pouvoir ensuite passer au plan d'action. Et je pense que là, on avait peut-être un peu trop fumé de trèfle, ils n'ont pas compris ce qu'on voulait faire. Mais je trouverais que c'est un vrai challenge de dire, il y a un projet agricole dans un milieu urbain, dans un milieu multi-usager, qui peut être le tourisme, etc. Comment on fait pour concevoir ce projet agricole dans l'ensemble des usagers qui ont eux aussi des projets? Et c'est dommage, on va l'abandonner dans le prochain. Parce qu'on est peut-être un peu trop devant, ou peut-être que les gens n'ont pas compris et que la Commission ne comprend pas. Parce que là, on les amène non plus sur des mesures taxonomiques, on les amène vers des concepts de compromis sur le terrain. Le dernier point, c'est qu'on va déroger un peu dans ce Live Plus qu'on va mettre en place, c'est qu'on va faire des mesures pour leur plaire. Pas que pour leur plaire, mais on fera des mesures de démonstration sur oiseaux, parce que c'est quand même l'espèce qui est quand même la plus impactée. Hein, on le voit quand même chaque fois qu'il y a ce que tu as exposé tout à l'heure, Jean. Donc, on fera des mesures de oiseaux, mais ça sera plus démonstratif que plutôt... Et le dernier point, c'est qu'on va travailler sur les bâtiments de ferme, qui là aussi, les grands bâtiments métalliques avec des tôles, etc., il va falloir qu'on remette des choses pour héberger. Alors, je ne dis pas des chauves-souris, parce qu'on les hébergera beaucoup plus loin du site. Mais en tout cas, il faut qu'elles puissent venir chasser des espèces qui vont pulluler dans les périodes estivales. Et on va essayer de remettre des oiseaux nocturnes aussi pour faire de la chasse sur du petit rongeur, etc. Donc, essayer de jouer les services de régulation dans les bâtiments. Donc, en mettant des espèces qui peuvent être porteuses de virus un peu plus loin et les laisser vivre leur vie de façon grégaire, mais qu'elles puissent venir chasser dans ces bâtiments. Et puis, des oiseaux aussi et autres cortèges d'espèces qui vont venir réguler ça au lieu d'avoir des insecticides qui sont mis dans ces bâtiments-là.
Je vais devoir te couper Voilà. du coup, Ouais, t'as bien Vincent, fait, comme parce le que c'est- timing, mais par rapport, juste pour compléter par rapport à cet aspect territoire rapidement, c'est donc dans le live, a priori c'est un peu compliqué de le caler, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, on trouve de l'intégration à l'échelle du territoire, donc c'est quelque chose qu'il faudra qu'on continue à réfléchir, que ce soit dans le live ou d'une autre façon. En tout cas, c'est un objectif d'avoir une utilisation de ce diagnostic aussi à l'échelle territoriale. Et c'est vrai qu'il y a certains exemples de lieux ou d'endroits où des collectifs se sont réappropriés la méthode Biotex pour des réflexions, non pas à l'échelle d'exploitation, mais de faire un diagnostic sur une exploitation et ensuite de réfléchir et de discuter ce diagnostic en collectif d'éleveurs pour réfléchir ça à une échelle plus territoriale. En tout cas, merci Vincent. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Et puis si vous le souhaitez, du coup, on a quelques livrettes disponibles sur la biodiversité sur la filière. Merci à vous.